Mesdames et messieurs, je m'excuse une nouvelle fois parce que j'ai eu un petit souci technique venant d'une information qui me revenait et j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était une fausse alerte où on était en train de me dire que le professeur Maurice Kamto et tous les autres étaient déjà transférés au niveau de la prison. J'ai pris une petite minute pour essayer de vérifier et je me suis rendu compte qu'il n'en est pas encore question, sauf si peut-être mon informateur ou mes informateurs ont eu aussi à ne pas avoir la bonne information. Et tout de suite dans mon topo, je disais justement que voilà un homme politique qu'on est en train de garder depuis 8 jours. Voilà un responsable qui revendique encore sa victoire à l'élection présidentielle. Voilà un professeur de droit qui, connaissant la loi, n'a eu à piétiner aucune loi, mais qui se retrouve séquestré. Parce qu'en réalité, le professeur Maurice Kamto et tous ceux qui l'accompagnent, dont son staff, son directoire, avec Zongan, avec Ekoka, n'ont commis aucun délit. La preuve, ils n'ont pas été présentés devant un juge. Mais qu'est-ce qui coince? Parce qu'en même temps, on est en train de dire qu'on a arrêté le professeur Maurice Kamto pour trouble à l'ordre public, pour appel à la rébellion, pour insurrection, et même pour avoir saccagé les ambassades, particulièrement celle de Paris. Et j'ai réussi à entrer en contact avec ceux qui ont eu à l'interroger ou ceux qui ont assisté. Qu'est-ce qu'on reproche donc au professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'on reproche donc à tout ce monde? Eh bien, ils ont marché. S'il fallait le faire, on doit marcher. Et c'est d'ailleurs ce que l'un des grands hommes accompagnant Maurice Kamto dans cette mésaventure a dit. Alors là, seuls peut-être les handicapés n'iront jamais en prison au Cameroun, puisque tout le monde marche au Cameroun. Tout le monde marche, sauf les handicapés. Alors, on dit, il a manifesté. Je devrais quand même signaler que le droit de manifester existe bel et bien dans notre constitution et que la loi de 1990 dit bel et bien que les manifestations sont autorisées à tout Camerounais. Je dis bien la loi de 1990. À partir de cet instant, on me dit le sous-préfet n'a pas donné les autorisations. Donc, Maurice Kamto est hors la loi. Je me pose donc des questions. Au Cameroun, c'est le sous-préfet qui fait la loi. Ce n'est plus la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Ce n'est plus la loi qui est là, comme je le dis bien, la loi de 1990 qui reconnaît les manifestations. Et vous allez me dire, si donc c'est le sous-préfet qui fait la loi au Cameroun, mais dans ce cas, le sous-préfet va nous juger nous tous, va nous envoyer en prison, va interdire des manifestations, ce qui signifie que soit c'est le sous-préfet qui est au-dessus de la loi, soit c'est la loi camerounaise qui ne sert totalement à rien, c'est une sorte de serpillère. Qu'on essaie donc de m'expliquer. Jusqu'à présent, lorsqu'on dit appel à insurrection, on devait présenter Maurice Kamto devant le juge. Parce que justement, c'est l'article 116 du code pénal qu'ils voulaient brandir et qu'ils veulent brandir. C'est-à-dire que cet article permet à condamner Maurice Kamto
entre 10 et 20 ans de prison. Et dans l'interrogatoire qu'on a eu à faire, après avoir arrêté Maurice Kamto, toujours dans l'illégalité, on lui a demandé, on lui a posé des questions que qui le finançait au niveau de la diaspora. Les mêmes gens qui disent que la diaspora est une diaspora de sans-papiers disent maintenant que c'est la diaspora qui finance Maurice Kamto. Et ce sont les mêmes enquêteurs qui posent la question à Maurice Kamto et à ses collaborateurs que mais c'est vous qui avez donné les injonctions à la diaspora. Mais ça ne se comprend pas. C'est nous qui finançons Maurice Kamto. Et c'est Maurice Kamto qui nous donne des injonctions. Mais je n'ai jamais vu ça. Et on demande à Maurice Kamto de justifier que ce n'est pas lui qui a demandé qu'on saccage les ambassades ou qu'on marche à Paris. Paris, c'est plus de 5000 kilomètres de Yaoundé. Et Maurice Kamto n'est pas venu à Paris depuis très longtemps. Et il donne des instructions à Paris pour que la brigade anti-sardinat aille saccager les ambassades, pour qu'on marche au Cameroun, le même Maurice Kamto. Mais cependant, le gouvernement n'a aucune preuve, aucun élément. On dit, oui, c'est comme ça. Il faut prouver que vous n'avez pas donné ces ordres-là. Mais en matière de droit, c'est l'accusation qui produit les preuves et non la défense. Donc, pour l'instant, Maurice Kamto est séquestré avec les Norbert Zongan, avec les Koka, sans pour autant oublier d'autres qui ont été enlevés avec des balles, des blessures. Sur quoi se base-t-on pour garder tout ce monde-là? Juste parce que aujourd'hui, au Cameroun, vous avez donc constaté, nous ne sommes pas dans un état de droit. La preuve, c'est que tout a été piétiné du début jusqu'à la fin. Maurice Kamto marche le 26, nous dit-on. Vous ne l'arrêtez pas le 26. Vous partez l'arrêter à Douala, dans un domicile privé, chez Norbert Zongan, 48 heures après. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une perquisition du procureur de la République qui demande qu'on aille perquisitionner le domicile de Norbert Zongan. La loi est claire. On ne peut pas faire une perquisition dans un domicile privé au-delà des 18 heures. Or, les forces de sécurité du Cameroun arrivent chez Norbert Zongan à 21 heures. Même chez des terroristes, on n'arrive pas comme ça. 48 heures après. Ils étaient là, le jour. Ils faisaient le tour. Après, ils montent. Ils viennent prendre des responsables politiques. Ils prennent des journalistes. Ils embarquent tout le monde. Lorsqu'on fait une perquisition, on n'embarque pas tout le monde. Les visiteurs, les journalistes, vous les embarquez comme des malfrats. Vous partez avec eux, vous les enchaînez et vous faites un voyage avec des responsables politiques, c'est-à-dire que 2 par siège, menottés 6 heures durant. Maurice Kamto enchaîné. Les Normands sont enchaînés. Chacun une fesse sur un siège pour arriver à Yaoundé. Ça se fait en pleine nuit. Vous ne devez pas perquisitionner à cette heure-là. Deuxième des choses, c'est une sorte de déportation. Norbert Zongan et bien d'autres ont pour domicile Douala. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un à Douala et vous venez avec lui au GSO ou soi-disant à la police judiciaire de Yaoundé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il
officiels à Douala, capables d'entendre des opposants, des hommes politiques. Vous venez avec eux à Yaoundé. C'est ce que, lorsqu'on regarde toute cette manœuvre, on se rend compte que tout avait été bien organisé avant. L'arrestation de Maurice Kamto était programmée. Et tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui, c'est des fallacieux prétextes. Pourquoi est-ce que c'était programmé? Vous vous rendez compte? Tout le monde savait qu'il y aura des marches au Cameroun et dans la diaspora. Tout le monde le savait, puisque d'ailleurs, le MRC avait déposé une demande, puisqu'au Cameroun, il faut toujours demander, même si la loi l'autorise, même si la Constitution le reconnaît. Mais il faut aller demander aux sous-préfets ou aux préfets, qui sont au-dessus de la loi et qui refont des lois. Donc, tout le monde savait que Maurice Kamto et le MRC vont marcher. La question qu'il faut se poser, c'est que, première des choses, dans la nuit de vendredi, il y avait les cars de la police et de la gendarmerie pour bloquer les deux entrées de Maurice Kamto. Expliquez-moi, comment Maurice Kamto a fait pour sortir de chez lui, pour se retrouver à Douala? Quand vous regardez maintenant l'itinéraire de Maurice Kamto, qui pourtant était à résidence presque surveillée, puisqu'on a mis la police, la gendarmerie pour empêcher Maurice Kamto de sortir. Maurice Kamto s'est retrouvé à Douala sans prendre un avion. Yaoundé-Douala, et il y a des contrôles. Aucun policier, aucun gendarme n'a pu arrêter Maurice Kamto. Et on l'a laissé marcher. Avant d'aller l'arrêter, 48 heures plus tard, alors que les policiers, les gendarmes étaient devant lui. Est-ce que quelqu'un voit une logique dans tout ça? Je vais vous dire une chose. Maurice Kamto, avant cette marche, le gouvernement avait déjà décidé de l'arrêter. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'au sein de son propre groupe, le gouvernement a décidé d'infiltrer. C'est ainsi que l'un des responsables, le directeur de la communication de Maurice Kamto, lui-même a été approché par le délégué général à la Sûreté nationale. D'ailleurs, ils se sont rencontrés. J'ai des témoins. Et pendant cette rencontre, Mbargangele lui a dit, écoute, nous voulons que tu nous livres Maurice Kamto. Et comme ça, nous, on va te payer l'argent que l'État te doit. Parce qu'en réalité, ce monsieur dont vous tous, vous connaissez le nom, avait été le maire de Penja. Puis avait été arrêté pour être mis en prison. Il a passé 8 ans en prison. Il avait été séquestré. Juste parce qu'il voulait revendiquer quand même qu'une société française puisse verser les redevances. Mais l'État camerounais avait décidé de le mettre en prison. Après, l'ONU avait eu à juger et lui avait donné raison, condamnant donc l'État du Cameroun. Lui, il voulait 23 milliards. C'est ce qu'il revendiquait à l'État du Cameroun. Mais par la suite, il n'a pas obtenu ces 23 milliards au niveau de la justice. Finalement, l'ONU a dit, c'est 6 milliards. Et c'était 180 jours que l'État du Cameroun devait payer cela. Maintenant qu'il s'est rapproché du professeur Maurice Kamto, on l'a appelé. Maurice Kamto n'était pas au courant. Mais moi, j'étais au courant, à travers mes réseaux.
Il s'est rendu, il a rencontré Mbargangele. Mbargangele lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, ok, je vais le faire. Mais sauf qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'à une certaine période, Maurice Kamto ne tombait pas dans les pièges. Et Maurice Kamto n'avait jamais appelé à une rébellion, ni n'avait jamais tenu un discours quelconque, ni n'avait autorisé à qui que ce soit d'aller prendre des engagements à gauche ou à droite. Parce que c'est un homme politique. Voilà le premier échec du gouvernement. Et quand on prend Maurice Kamto pour les marches, c'est un petit groupe de dirigeants du MRC qui connaissaient que Maurice Kamto allait marcher à Douala. Et parmi ces personnalités, il y avait le résistant Essama. Curieusement, Essama est le seul qui n'est pas venu à la marche. On a appelé le résistant Essama plusieurs fois. Il disait, j'arrive, j'arrive. Il n'est pas venu à la marche. Pourquoi? Ce dossier, je vais vous donner des détails bien après. Comment est-ce que le gouvernement camerounais infiltre des gens et réussit à créer la discorde, réussit à pouvoir faire que même les gens qui sont autour de toi deviennent hyper dangereux. Donc la marche de Maurice Kamto, qu'on est en train de dire aujourd'hui qu'il est sorti de chez lui pour aller marcher, tout le monde l'a vu sortir de chez lui, puisqu'ils étaient là. Tout le monde l'a laissé marcher. Ils étaient là. Et de toutes les façons, il n'a rien cassé. Il n'a fait que marcher. Ce qui est tout à fait normal. Marcher. Point. Maintenant, on dit, c'est lui qui a organisé qu'on casse l'ambassade à Paris. Là encore, quel mensonge grossier. Déjà, il faut se dire, et je l'avais révélé lors de mon dernier direct, l'ambassade du Cameroun à Paris était bien au courant, tout comme Yaoundé était informé qu'il y avait manifestation à Douala et qu'on avait donné l'alerte que si jamais on tire sur les manifestants, eh bien, la brigade anti-Sardinat allait agir. Et d'ailleurs, le chargé des affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris avait adressé un courrier en date du 22 janvier 2019 à la présidence de la République et particulièrement à monsieur le secrétaire général Ngongo. Laurent Esso, le ministre de la Justice, avait l'ampliation de ce courrier. La Sûreté nationale, le délégué général à la Sûreté nationale, avait ce courrier. Donc, tout le monde savait que la brigade anti-Sardinat allait agir. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'ils ont quand même eu 4 jours pour se préparer. Mais curieusement, comme je l'ai dit, il n'y avait pas les responsables de l'ambassade. Là, en ce moment, alors que tout ce qui se passait était en live, en direct, on le voyait sur Facebook. Je devrais rappeler que l'ambassade du Cameroun, qui abrite aussi les services du consulat, il y a là-bas le commissaire divisionnaire Ongolo, qui est au niveau du consulat. Au niveau de l'ambassade, il y a le commissaire principal, Amati. Après, il y a le responsable militaire, comme j'ai dit, l'attaché militaire, qui est un colonel, le colonel Fouman. Comment voulez-vous me dire que le colonel Fouman, que le commissaire divisionnaire Ongolo, que le commissaire principal Amati, eux qui sont chargés des renseignements, qui représentent la DGRE du Cameroun à l'extérieur, n'aient pas été là le jour des manifestations
Et le jour où la brigade anti-Sardinat a eu à pénétrer dans l'ambassade, ils étaient où? C'était un plan, un complot bien organisé. Et quelques temps après, ils vous sortent rapidement un communiqué, alors que la brigade anti-Sardinat n'a fait que ramasser les seules choses que la brigade de Sardinat a ramassées là-bas. C'était en dehors des préservatifs, les lubrifiants, les cigarettes, un passeport français. Et il n'y avait pas d'argent. Curieusement, le chargé des affaires fait un communiqué sans avoir eu à envoyer, par exemple, un huissier pour constater. Il dit, nous avons perdu 70 000 euros. Première des choses. 70 000 euros. Comment vous les avez perdus? Est-ce qu'il n'y a pas de coffre-fort? Est-ce que la brigade anti-Sardinat avait les clés d'un coffre-fort? Non. C'est pour ça que je vous dis, ni la gendarmerie, ni la police française n'ont cru en cette histoire. Et c'est pour ça que aucun manifestant, aucun membre de la brigade anti-Sardinat n'a été mis aux arrêts. Aucun. Parce que la police française a bel et bien rapidement découvert que c'était quelque chose qui ne tenait pas. Dans la mesure où, même au moment où on appelle la police et la gendarmerie française, on laisse d'abord la brigade anti-Sardinat faire ses directs pendant 4 heures de temps dans une ambassade. Et on vous fait comprendre que à une dizaine de kilomètres de là, habite le colonel. Le colonel, qui est le chargé militaire de l'ambassade, et qui ne se déplace pas, qui voit tous ces directs-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Contrairement à ce qu'on vous a dit, que c'est 70 000, que c'est 70 000 euros. Ils vont faire la déposition maintenant. Christophe Kachanko, qui est le trésorier, le percepteur de l'ambassade, il va donc déclarer au service français que lui, il a perdu dans ses coffres, il avait 700 000 euros qui venaient d'une banque. Et puis il y avait 400 000 euros qui venaient du Cameroun pour qu'il paye les gens de l'ambassade et tout et tout. Mais vous vous rendez compte? Donc, vous vous retrouvez avec plus d'1 milliard d'euros en liquide dans une ambassade. Mais c'est extraordinaire. Et il n'y a aucun document. Vous comprenez donc que ces gars, avec cet argent qu'ils avaient, ils se sont dit, nous allons profiter du fait que la brigade anti-Sardinat va agir. Et bien, on laisse les portes quasiment ouvertes. Ils vont entrer. Après, nous, on va déclarer qu'il y a eu perte d'argent. Et ils font double déclaration. Une déclaration où le gouvernement vous fait comprendre que c'est 70 000 euros. Ailleurs, ils vont dire à la police française que c'est 700 000 euros, plus 400 000 euros, plus patati et patata. Et c'est incroyable. C'est donc la preuve, comme je le disais, que l'ambassade du Cameroun, c'était une grosse mafia où on vole, on se partage de l'argent, on s'enrichit, et basta, avec la complicité du chef de l'État. Parce que vous ne pouvez pas me faire croire que monsieur comme Christophe Kachanko soit trésorier, percepteur de l'ambassade du Cameroun depuis que Paul Biya est au pouvoir, mais c'est 36 ans qu'il est là. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que lui. Et on se rappelle qu'en juillet 2017, une dame se lève et elle travaille
au niveau de l'ambassade pour déclarer que le consul général lui doit 119 millions de francs qu'il a volés et que ce sont ses primes personnelles. L'affaire fait beaucoup de bruit. Et quand ça arrive au Cameroun, Paul Biya fait semblant d'organiser une enquête. Il fait déplacer donc Garga Amanadji, qui est au niveau de ce qu'ils appellent là-bas la CONAC, c'est-à-dire que un outil qui n'est totalement rien, soi-disant qui lutte contre la corruption. Il arrive ici à Paris, le 27 septembre, et il interroge M. Christophe Kétchanke pour lui dire: est-ce que vous pouvez me montrer comment fonctionne l'ambassade du Cameroun, où sont les pièces comptables? Et je peux vous dire, en 2 jours durant, M. Christophe Kétchanke lui a dit qu'il ne pouvait rien lui dire parce qu'il rendait compte à Paul Biya. Donc, tout ce qu'il y a comme argent, et les évacuations, et les passeports, et les timbres, et tout, il n'y a pas une seule pièce comptable à l'ambassade du Cameroun. Et d'ailleurs, à l'ambassade du Cameroun, c'est le seul endroit où on vous dit que non, on ne prend pas, on ne paie pas avec la carte bancaire. On veut les espèces sonnantes et trébuchantes. Et où on garde cet argent? Le seul compte de l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est la Société Générale à Luc Lebert. Et qu'est-ce qu'on y verse? On y met 5 410 € par mois, c'est-à-dire que concernant l'eau, l'électricité, les assurances et machin. Mais cependant, le Cameroun a des biens immobiliers également ici, en France. Oui, parce que Haïti a acquis beaucoup de biens immobiliers pour le Cameroun. Où va cet argent? Et vous qui partez prendre les visas, qui demandez les passeports, qui payez tous les services, où va cet argent? Depuis le 29 septembre, parce que du 27 au 29 septembre, que Garga Amanadji était là, il n'y a eu aucun rapport. Et il est rentré. Parce que au niveau de l'ambassade du Cameroun, vous allez entendre que même la cafetière, ça appartient à tel du régime. Ça appartient à tel de la présidence. Ça appartient à tel. Donc c'est leur vache à lait. Et maintenant, ils disent que c'est Maurice Kamto qui a envoyé la brigade anti-Sardinat aller casser une ambassade. Mais qu'est-ce qu'il y gagnait? Alors que c'est eux qui ont pris de l'argent. Donc Maurice Kamto va fabriquer un truc qui ne rapporte pas. Il n'y a même pas un coup de fil. Puisqu'au moins ici, il y a ce qu'on appelle souvent les écoutes téléphoniques. Ils n'ont pas pu produire ça. Ils n'ont pas pu produire une seule relation avec la brigade anti-Sardinat. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut être responsable des gens indépendants, autonomes comme moi, qui marchent, qui peuvent manifester leur colère, et on attribue ça à un autre adulte qui est dans un autre continent, au Cameroun. Et on jongle. On dit, non, en réalité, c'est les Bamileke qui sont en train de faire toutes ces choses-là. La brigade anti-Sardinat, c'est pour des Bamileke. C'est eux qui ont tout organisé. Oubliant qu'Onkolo était bel et bien là, à l'ambassade du Cameroun, à Paris, qu'elle était à Berlin. Et pourtant, elle est la belle-fille de Paul Biya. Elle est boulou de la même famille que Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas les boulous? Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas d'autres tribus? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours mettre de la lumière négative sur une seule tribu? Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui est en train d'être dit par rapport au peuple bamileke, j'ai des larmes
Parce que je me dis, si j'aurais été Bamileke, que serais-je devenu? Quand je vois comment tout un régime a braqué des individus pour attaquer Maurice Kamto, rendre les Bamileke ennemis de la République, j'ai dit c'est terrible. Les Bamileke sont-ils si antipatriotes? Les Bamileke détestent-ils tant le Cameroun? Et aujourd'hui, les Baham, qui sont devenus des grands sorciers, comme on est en train, comme a voulu nous expliquer Maître Momo, regardez comment ils sont vus. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui que nous avons. À savoir, comment est-ce que le régime Biya peut réussir à diviser les Camerounais ainsi, à passer à la diabolisation, à faire que on soit en train de faire un quadrillage, un maillage, un léchage contre un peuple qui ne s'est jamais levé contre le Cameroun. Et c'est là où ça me rappelle tout ce qu'on est en train de faire contre Maurice Kamto aujourd'hui. Lui qui a eu à plaider pour le Cameroun, lui qui a été ministre de la République et qui a bien servi, lui qui a défendu l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'aujourd'hui, quand je vois, je le disais dans mon introduction, je vois les injures qui lui sont adressées. Je vois comment est-ce qu'on le traite avec tous les noms d'oiseaux. Un professeur chevronné, un homme poli, à qui on dit aujourd'hui, à tout chemin, il couche avec des petits garçons, des petites filles. Juste la diabolisation, juste le dénigrement outrancier. Et c'est des gens qui ont préparé ce terrain depuis très très longtemps. Moi, je les voyais venir. J'ai vu mon frère, Onangini. Quand j'ai commencé à lire certains de ces articles, j'ai interpellé une personne qui lui est très proche, sœur, ici à Paris, pour lui dire, dis à Ona que nous tous nous sommes des petits. Mais ce chemin n'est pas bien. Il est celui qui est le premier à utiliser le mot les zélotes tontinards. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les zélotes, c'est le mot, c'est le qualificatif qu'on donnait aux Juifs de la Judée romaine pour les appeler des extrémistes, des barbares, et qu'il fallait les exterminer. Lisez ce qu'on appelle la guerre des Juifs. Je dis bien au 1er siècle. Et c'est cette histoire que Adolf Hitler, quand il arrive au pouvoir, lui aussi va utiliser exactement les mêmes termes. Il va d'abord qualifier les Juifs comme étant des zélotes, extrémistes, sales, qu'il fallait finir, et que c'est eux qui voulaient détruire le pays. Mais tout le monde était là. Tout le monde applaudissait. Et Hitler a bel et bien été élu. Quand Hitler est devenu chancelier, et c'est là où j'attirais votre attention, c'est les intellectuels. C'était les enseignants universitaires, comme le professeur Onangini,
ou comme Calix Ibayala, qui disait absolument que vraiment il faut finir avec des juifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et bien sûr, de la façon qu'on est en train d'instrumentaliser Momo. Momo, c'est qui? Momo, mais quand vous le regardez, même sur sa façon de marcher claudiquant, mais c'est Jean-Michel Cancan. Et quand moi je l'appelle Jean de Dieu Momo, mais vous n'avez jamais vu un personnage aussi pittoresque, aussi clownesque, aussi farcesque, aussi rocambolesque. Donc, quand vous regardez ce que Momo est en train de faire contre le peuple bamileke, vous croyez qu'il a été choisi par hasard pour aller faire ce rôle-là? Pour aller attaquer frontalement, dénigrer les bamileke? Mais c'est une politique qui est bel et bien réfléchie. Donc, on se sert d'un individu, d'un bamileke, qui est d'une ignorance encyclopédique, qui est d'une idiotie chronique et qui est d'une imbécilité chromatique. On lui dit, tu te mets dans le dénigrement ethno-tribalocratique contre les tiens. Et c'est ce qui a toujours marché. Quand vous le voyez, il vient sur un plateau télé. Il vous fait comprendre que les Bamileke sont arrogants, comme des Juifs, donc doivent être exterminés. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est grave. Et voilà, nous nous retrouvons avec un problème parce qu'on nomme un ministre qui est incapable, mais dont le seul rôle est de venir combattre Maurice Kamto, dénigrer les Bamileke, jeter l'opprobre sur son ethnie, sur sa tribu, l'acheter avec quelques miettes, parce que c'est un cochon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui vient aujourd'hui nous créer dans de sérieux problèmes diplomatiques. Aujourd'hui, l'ambassade du Cameroun, le gouvernement camerounais se complaît à dire, voilà, il y a un ministre qui est parti intervenir, on ne le cite même plus nommément. Il se désolidarise. Il n'y a pas, on ne se désolidarise pas dans le gouvernement. Ce que Momo déclarait à la CRTV, en bas de l'écran, c'était bien écrit, ministre délégué à la justice. Donc, il parlait au nom du gouvernement camerounais. Il n'était pas là dans une émission où il faisait la promotion de son livre. Il n'était pas là dans une émission de faits divers ou une émission de coutumes de son village. Il était là pour donner les lignes directives d'un pouvoir. Et il a bel et bien assimilé les Bamileke aux Juifs qui sont arrogants, qui ont été exterminés. Ce qui veut dire que Paul Biya, effectivement, est Hitler. Et quand je vous disais, lors de ma dernière intervention, que Paul Biya c'était Hitler, beaucoup discutaient. La preuve est là. Et vous avez toutes les similitudes. D'ailleurs, quand Hitler prend le pouvoir, c'est le 30 janvier 1933. N'oubliez pas que c'est l'année-là, le 13 février 1933, que Paul Biya voit le jour. N'oubliez pas que Adolf Hitler était au monastère et qu'il était même enfant de cœur et qu'il voulait devenir prêtre. Paul Biya était au petit séminaire, au séminaire d'Akono. Il était au pré-séminaire. Il était né, même chose, voulait devenir lui aussi prêtre. N'oubliez pas que Adolf Hitler a bénéficié du silence de l'Église, a bénéficié du silence de la France sous Vichy, a bénéficié du silence du pape Pie XI. Regardez également, Paul Biya bénéficie du silence de l'archevêque de Yaoundé,
qui est totalement dans sa poche. Paul Biya bénéficie du silence de la France et Paul Biya pratique exactement ce que Adolf Hitler pratiquait, c'est-à-dire la déportation. On t'arrête à Bafoussam, on t'arrête à Bamenda, on t'arrête à Douala, mais on te ramène à Yaoundé. C'est ça la déportation. Et c'est ce que Hitler faisait. Et ça coûtait combien à l'humanité? 5 700 000 morts, dont juifs. Et Momo vient dire, ils étaient arrogants. Des gars où on arrachait des testicules, on les mettait dans des chambres à gaz, on les fusillait, on les torturait. 1 500 000 enfants assassinés. Et voilà un ignorantissime qui vient sur un plateau se taper la poitrine comme King Kong pour dire nous allons vous traiter comme Hitler a traité les Juifs. Et le gouvernement ne s'en excuse même pas, même auprès du peuple bamileke. Une horreur de cette envergure. Hitler n'a pas seulement tué que les Juifs, il a tué des Noirs, dont d'ailleurs le dernier est un ressortissant du Cameroun. Parce que son père était camerounais. L'un des derniers rescapés qui raconte cela. Hitler, c'était contre les Juifs, c'était contre les Tziganes, c'était contre les Noirs. Voilà l'histoire. Et il procédait par la déportation. Avec le soutien des grands intellectuels, tels que Joseph Goebbels, qui d'ailleurs était son ministre de la propagande et qui avait fait le plus virulent discours. Quand il a lancé la guerre totale, c'était le 18 février 1948. C'était la totale. Où il a dit, cette fois-ci, c'est terminé. Et c'est la même chose que vous allez entendre les faucons de Paul Biya dire, on va en guerre contre les anglophones. On va en guerre à l'extrême nord. On va en guerre à l'est. On va en guerre à la Damawa. On va en guerre contre les Bamileke. On va en guerre contre Maurice Kamto. On va en guerre contre les activistes. On va en guerre contre Chipo de Mingono. On va en guerre contre Patrice Nouma. On va en guerre contre... Que la guerre, que les exterminations. Mais regardez depuis que Paul Biya est là. D'ailleurs, il a commencé la purge en 1984. Avec son soi-disant coup d'État. Il a tué tous les hauts cadres. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire des Bamileke. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait concrètement contre le Cameroun? Et il a toujours utilisé les Bamileke pour se mettre contre les Bamileke. Et particulièrement les Baham. Pourquoi? Parce que les Baham, dans l'histoire du Cameroun, sont les premiers qui n'ont pas accepté la domination des colons. Je devrais vous dire que en 1957, Pierre Camden était le chef des Baham qui était le premier à rejoindre l'UPC, qui s'opposait aux colons français qui venaient bombarder les villages bamileke avec l'asphalte, qui ont coupé les têtes en plein marché de Bafoussam à Ernest Wandier, qui exposaient les têtes des Camerounais. Ils ont tué 400 000 Camerounais bamileke, entre 300 000 et 400 000 Camerounais. On avait donc arrêté en 1957 ce Baham-là, Pierre Camden. On l'a enfermé pendant 3 mois. Et par la suite, comment est-ce que on a toujours utilisé les Baham? C'est que dès qu'un veut évoluer, on prend son frère, on le met contre lui.
Et d'ailleurs, c'est partout à peu près comme ça que Paul Biya a même souvent fonctionné. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir la fille d'Aïdjo contre la famille d'Aïdjo, voilà, un Bamoun contre un Bamoun, un Douala contre un Douala et tout. Mais chez les Baham, qu'aujourd'hui qu'on trouve comme les diables, on oublie que c'est de la même façon que Paul Biya avait utilisé Augustin Kontchoukoumeni, qui avait une touffe de cheveux comme un calao, qui disait, n'est-ce pas, vous voyez, ah oui, j'ai remords. Donc, mais ce Zozo avait été nommé ministre de l'Information et de la Culture entre 90 et 92. Et pourquoi? Parce que c'était les années chaudes où le SDF avait fait une percée à l'ouest. Et comme bien sûr, les Baham, et d'ailleurs les Bamileke sont beaucoup proches des anglophones, il y a au moins 10 communautés ou 10 villages dans le nord-ouest qui sont uniquement pour des Bamileke. D'ailleurs, je vais revenir sur ces origines-là. Donc, on a désigné Augustin Kontchoukoumeni pour aller non seulement éliminer les Bamileke qui étaient là-bas, mais aussi tuer le SDF. Il était Baham. Il est resté là. Après, lorsqu'il a réussi sa première mission, on a fait de lui ministre d'État. Il dénigrait les Bamileke, il dénigrait le SDF, il dénigrait tous ses frères qui étaient devenus anglophones, que lui-même qualifiait d'anglofous. Kontchoukoumeni, il qualifiait les anglophones d'anglofous. Après, il a commencé à les appeler les Bamenda. Il était Baham pour rendre service à Biya. Après, Biya a fait de lui ministre d'État. Il est resté jusqu'en 2001. Quand Biya a vu qu'il n'était plus utile pour lui, il a balancé. C'est de la même façon qu'il vient avec Momo. Il sait très bien qu'aujourd'hui, la personnalité des Baham s'appelle bel et bien Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto démissionne le 1er décembre 2011, après avoir été ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya nomme ce crétin-là, que vous voyez là, Jean de Diable Momo. Et il le nomme exactement au même poste. Et on l'envoie. Jean de Dieu Momo a reçu de la présidence de la République les injonctions d'aller à Actualité Hebdo. Il ne s'est pas présenté là par hasard. Mais attendez, qu'est-ce que Jean de Dieu Momo avait à aller faire dans Actualité Hebdo? Il n'est pas ministre de la Communication. Il n'est pas ministre de la Justice. Puisqu'il est ministre délégué, il y avait des ministres à gauche et à droite. Mais c'était dans le but de venir diaboliser Maurice Kamto, de venir diaboliser les Bamileke. Voilà la réalité. Paul Biya exploite les Bamileke. Et par la suite, il dresse les bêtis contre les Bamileke. Et le résultat est là. Même ceux-là que les Bamileke ont aidé à devenir des gens, je les vois aujourd'hui lancer la fatwa contre les Bamileke. Mon collègue Claudicia a fait une vidéo où il était très énervé contre les paroles de Sismondi Barlet Bichoka. De ma profession et dans le rôle que j'ai occupé au niveau de la communication des médias, vous connaissez que j'ai toujours été quelqu'un qui protège mes collaborateurs et particulièrement les journalistes. Mais, quand j'ai écouté M. Barlet Bichoka, je dois vous avouer que, pour une fois, moi qui n'aime pas répondre, et je ne vais d'ailleurs pas répondre,
parce que ce serait trop bas. Mais je dis ça devrait être une honte. Ça devrait être une honte. Parce que c'est moi qui ai recruté Barlev Bichoka. Quand j'étais chef de chaîne, directeur de Radio Siantou, chez Mbamileke. Ceux qui insultent aujourd'hui les Bamileke sont passés dans cette radio, sont devenus des stars grâce à cette radio, où un Bamileke m'a laissé totalement les mains libres. Et je peux vous dire, j'ai nommé Jean-Claude Modon, un bêtis comme moi, était le rédacteur en chef. À la rédaction, il y avait Benjamin Foudefa, qui d'ailleurs m'a remplacé comme chef de chaîne après, un bêtis. J'avais, au niveau de ce qu'on peut appeler l'unité d'animation, j'ai nommé comme chef de l'unité animation Prospero d'Afrique centrale, qui était ambassade. Tout de mon équipe d'animation, il y avait Serge Tamba, que j'ai recruté, qui faisait des émissions. Il y avait Ludovic Onana, un bêtis, comme Serge Tamba. Il y avait Jean-Claude Ngué. Il y avait Jean-Claude Nomo. Donc, toute l'antenne était occupée par des bêtis. Et nulle part, y compris Martinez Zogo, nulle part, à aucun moment, M. Siantou n'a eu à me dire pourquoi il n'y a que des bêtis. Le premier Bamileke que je mettais à l'antenne, c'était Cyril Bojiko. Avant de venir maintenant avec les Boubangom qui étaient étudiants à Siantou supérieur, qui, alors je n'ai pas dit qu'il était Bamileke, j'ai dit avec Nomgwe qui était notre étudiant en BTS. Donc, si aujourd'hui, monsieur Sismondi Barlev Bichoka dirige une radio, verse son fiel sur des Bamileke ou sur la diaspora, c'est grâce à qui? Quand il est venu devant moi, il ne m'a pas donné un dossier qu'il avait tel ou tel diplôme, qu'il était sorti de telle ou telle grande école, ou comme ceci et cela. Non! Je me suis dit, ok, je vais regarder. Et c'est comme ça que je recrutais. Parce que ce Bamileke, M. Wampou Siantou le sien, qui est le père de tous ces journalistes et animateurs, parce que je suis leur père, donc il est même le grand-père. Il n'y avait rien à voir avec ce tribalisme rampant que j'entends aujourd'hui, que je vois aujourd'hui. Et quand je vois certains de ces animateurs ou journalistes se dresser contre une tribu, je dirais, c'est pas possible. C'est pas ça mes valeurs. Jean-Claude Matoké, paix à son âme. Et tout le reste, qui sont partis diriger des radios, qui sont des chefs dans beaucoup de médias. Ils sont passés par Radio Siantou où j'étais directeur. Et le boss, le patron, le propriétaire était un Bamileke. Monsieur Wampou Siantou. Vous vous rappelez? Vous vous souvenez d'où vous venez? Vous crachez sur la main qui vous a donné à manger? Est-ce ça le travail des journalistes? Est-ce ça le travail des intellectuels? Est-ce ça ce que moi j'ai cédé, que j'ai donné, que j'ai essayé d'apporter? Aujourd'hui, regardez là où est notre pays. Que de divisions. Quand je vois les gens faire aujourd'hui des sorties, je dis mais chacun est libre de faire des sorties. Sauf que sachez que les nazis ont été jugés en 1945.
ceux qui parlent aujourd'hui de l'extermination, ou Moumou, qui parlent de ses frères Bamileke. Mais les Allemands n'ont pas seulement tué que les nazis ou que les juifs. Hein. Vous qui ne connaissez pas l'histoire, sachez que ces Allemands-là, le 8 août 2014, à Bolova, au sud du Cameroun, c'est là où ils ont exécuté Martin Paul Samba, Mbiti. C'est là où ils ont tué Douala Mangabel. Aujourd'hui, vous dites que les Bamileke sont devenus encombrants, envahisseurs. Ils veulent le pouvoir. Ils sont des déstabilisateurs. Chacun doit rentrer chez lui. Parce que Yaoundé, c'est pour les bêtis. Personne d'autre ne doit être à Yaoundé que les Bamileke rentrent chez eux parce qu'ils sont envahisseurs. Ils ne sont pas vos frères. Mais parce que vous ignorez l'histoire. D'abord, Yaoundé n'était pas la capitale du Cameroun. Il faut le savoir. Comment vous y êtes arrivé? La première capitale du Cameroun, c'était Douala, en 1885. La deuxième capitale du Cameroun devient Buea, en 1901. Yaoundé ne devient capitale du Cameroun qu'en 1909. Si les autres premiers dirigeants étaient comme ça, mais attendez, si on faisait des villes tournantes, mais Bafoussam pourrait aussi devenir aujourd'hui capitale du Cameroun ou Garoua. Il n'est écrit nulle part que ce n'est que Yaoundé qui doit être la capitale politique, que ce n'est que les Bétis qui doivent maintenant diriger, que le Cameroun appartient aux Bétis parce qu'ils sont les premiers occupants. On n'est pas les premiers occupants et on n'est même pas des ennemis des Bamileke, puisque nous tous, nous venons de la Haute-Égypte et que les Bamileke sont arrivés au Cameroun avant nous les Bétis. Oui, les Bamileke étaient les premiers à fuir l'Égypte, qu'on appelait à la fois, à l'époque, Kemet, d'autres c'était, voilà. Après la chute de la Nubie, donc, il y avait des invasions, et il y avait des musulmans, des arabes, qui étaient des pillards, qui, quand ils ont commencé à lancer des attaques, c'est là où les Bamileke quittent la Haute-Égypte au 9e siècle. Entre le 9e et le 10e siècle, ils vont contourner par l'Éthiopie avant d'arriver vers le Cameroun. Les Bamileke sont les descendants d'Égyptiens. Ils sont arrivés avant les Bétis au Cameroun. C'est l'histoire qui le dit. Simplement. Allez-y parce que d'autres sont encore allés plus loin, tel que le pasteur Ketchoua qui a dit que les Bamileke venaient même d'abord du peuple d'Israël parce qu'il s'est basé sur les paroles bibliques, c'est-à-dire que Jérémie 44, et que c'est à partir de là qu'il a trouvé que les Bamileke sont entrés en Égypte et effectivement, ils ont eu à quitter l'Égypte pour maintenant aller jusqu'à ce qu'ils vont justement arriver au Cameroun. Le Cameroun ne s'appelait pas Cameroun. N'oubliez même pas que le nom Cameroun, c'est les Allemands qui ont dessiné la carte du Cameroun dernièrement. C'était vers 1884, mais et là, cette carte du Cameroun là, le Cameroun allemand là, qu'ils ont dessiné, c'était 700 000 km², c'était pas comme celui d'aujourd'hui est plus petit. Donc, quand les Bamileke arrivaient là, ce n'était pas le Cameroun.
ils sont arrivés dans la région Tikar. Et arrivés là-bas, bien sûr que vous allez voir que dans l'histoire, malheureusement, on n'enseigne pas notre histoire aux générations futures, aux générations présentes, ni aux générations passées. Donc, nous sommes tellement là dans notre ignorance qu'on ne sait même pas d'où nous venons et quelle est notre histoire. Donc, vous allez voir que ils avaient tous cette envie de s'installer, mais ils vont arriver devant un fleuve qui est le Noun. En fait, le fleuve n'avait pas de nom. Parce que Noun, c'est un mot. C'est un mot de l'ancien égyptien. Donc, le Noun veut dire la rivière, l'eau noire. C'est pour ça que quand ils arrivent là, parce que l'eau noire était souvent une source de malédiction, ils vont rester sans traverser le plus longtemps possible. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser le Noun. Certains vont décider de traverser en 1360. Pour donc aller vers ce que vous allez voir comme d'autres historiens disent que c'est Ndé, c'est-à-dire que le roi qui était souverain et qui avait des enfants, et il y a un qui a décidé de traverser, puis la fille a décidé d'aller maintenant de l'autre côté de Banso, donc là il y a les anglophones, et puis le dernier qui s'appelait Nchare, c'est lui qui est parti créer le royaume Baboun. C'est ça que l'histoire dit. Donc eux tous, les Bamoun, les Bamileke, c'est déjà exactement aussi le même arbre généalogique. Les Bamileke viennent de la Haute-Égypte comme les Bétis. Nous sommes donc, s'il faut considérer les étrangers, nous sommes plus étrangers au Cameroun que les Bamileke. Puisque quand les Bamileke vont donc s'installer, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, ils ont encore cette culture totalement égyptienne, c'est-à-dire que les chefferies sont de façon pyramidale, ils ont les divinités qui ressemblent aux divinités égyptiennes, et même les langues bamileke ressemblent aux langues égyptiennes ou encore à l'ancien hébreu. Parce que la langue des Égyptiens de l'époque, c'était le Modou, Teker. C'est comme ça que les Égyptiens appelaient leur langue. La langue des Bamileke, les Bamileke, eux tous avaient une seule langue, qui était le Mondou Mba. Parce que Mondou Teker voulait dire langue sacrée. Et quand vous voyez Mondou Mba, c'est ça qui devient le Mondou Mba. Le Mondou Mba. C'est pour ça que c'est la première langue commune des Bamileke. Et vous allez voir qu'ils ont conservé cette façon de bâtir, de construire, dont les Bamileke ne sont pas des envahisseurs. Ils ont conservé cette tradition égyptienne, les Égyptiens qui ont construit les pyramides. C'est pour ça que les Bamileke construisent. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, ce n'est pas le famla. C'est qu'ils ont gardé cette culture. Ils sont restés plus proches des Égyptiens, de leurs ancêtres de l'Égypte antique, que nous les Bétis. C'est pour ça qu'ils ont conservé certaines chefferies que nous on a perdues. C'est-à-dire qu'après la mort de Charles Atanga, vous n'avez pas eu d'autres grands chefs. Parce que bon, vous allez me parler des Mabazi, les consorts et Mao, c'était pas des chefs ça. Rien. Même les Fouda André qui était délégué du gouvernement à Yaoundé, rien. Donc, ils ont conservé ça. Avec que le Cameroun sur le plan économique peut évoluer. Parce que si tu es un pauvre à côté de toi, si ton frère est pauvre, la pauvreté est multipliée par 2. Mais si ton frère est riche, mais on lui porte son sac, ou au moins accepte qu'il puisse sur le plan économique permettre le progrès. Les Américains n'ont pas fait regresser l'économie du Cameroun, bien au contraire. Ils sont des grands hommes d'affaires. Ils ont aidé le parti au pouvoir.
Ils ont aidé le Cameroun à lutter contre les colons. Ils ont apporté une certaine paix et ils continuent à apporter au régime en place. Comment peut-on dire aujourd'hui que c'est les Bamileke qui sont devenus les ethnofascistes? Alors que, en même temps, vous dites que c'est Paul Biya qui est Hitler, c'est lui qui déporte les gens, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Tout ce qu'on est en train de faire contre Maurice Kamto, c'est juste comme je vous le dis, en 1957, on a arrêté le plus grand leader Baham, c'est tout. Les colons français. Parce que c'est quelqu'un qu'on a dit qui pouvait créer le soulèvement. Et c'est de la même façon qu'on est en train d'arrêter Maurice Kamto pour l'étouffer. Comme on a tué les milliers, des centaines de milliers de Bamileke. Et quand Jean de Dieu Momo vient vous parler du génocide, mais le génocide Bamileke existe depuis. Peut-être seulement que Paul Biya, après avoir fini avec le génocide, enfin il est en train de le continuer, le génocide anglophone, il est maintenant dans la programmation du génocide Bamileke. C'est une suite en non-stop. Tout ce que vous entendez là, ça profite à qui? Ça profite au régime. Derrière la guerre, ils se font des affaires, ils accusent des autres, ils disent ceci, on déporte des gens. C'est de la même façon que ça a été avec les anglophones. Les gens croient que la guerre anglophone aujourd'hui, ça existe seulement aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que Biya avait fait quand il voulait qu'on déteste les anglophones? Il a commencé, en 90, il a commencé à monter celui qui était le délégué du gouvernement, qu'on appelait d'abord Foudandré. Foudandré, il est mort, donc après c'est Emma Basile qui est venu. C'est Emma Basile qui a dit en 90 que jamais il n'y aura de multipartisme et jamais un anglophone ou un Bamileke ne montera au pouvoir à Yaoundé. En 90. Et c'est cette politique qui continue aujourd'hui. Toute personne qui a des ambitions politiques devient l'ennemi public. On dresse les bêtises contre lui. On crée Essinga. On crée tout. Moi, j'ai tous ces témoignages. À une certaine période, quand Essinga était en pleine action, et quand ils ont voulu relancer cela, mais qui était derrière? C'était le père de Mathias Eric Onangini, qu'on appelle Joseph Ouna. Mais Joseph Ouna a activé les Singam, sauf que ça s'est retourné contre lui. Pourquoi? Parce que quelques temps après, Tuile, qui est le directeur de la Tribune de l'Est, a sorti un journal où il a mis deux photos. Une du professeur Ouna et une d'une élite ancien pharmacien bamileke. Même tête. Et il a dit, c'était le père de Joseph Ouna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens. Il a envoyé des gens venir me voir pour que j'aille contre Tuile. Venir me proposer des millions. Mais moi j'ai dit, je ne peux pas entrer dans cette guerre ethnique ou tribale. Je l'ai refusé. Et je peux vous dire, si j'ai eu beaucoup de difficultés avec le régime, certes, c'est parce que je dénonçais les détournements des deniers publics, l'homosexualité rampante qui était dans le palais présidentiel et que tous les membres du gouvernement étaient en train de pratiquer, et les buveurs de sang et tout, mais surtout, parce qu'à une certaine période, j'ai commencé à m'attaquer à des détournements. Ils se sont dit, c'est pas possible. Eh bien, ils m'ont invité pour me dire, bon, Jipo Remingono, tu es un bêtis.
Et la première des choses, c'est que tu dois nous protéger, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. J'ai dit, moi, je suis journaliste. Si j'ai des dossiers, si vous avez des dossiers contre des Bamileke, vous me les donnez. Moi, je fais mes enquêtes et puis je vois comment est-ce que je traite le dossier. Je peux vous dire, lorsque M. Famandongo, ministre de la communication de l'époque, décide de me suspendre, mais derrière, il envoie ses collaborateurs venir me voir. Et on se retrouve dans des réunions avec le ministre des Travaux publics de l'époque, qui lui-même aujourd'hui est réfugié, où on me dit, bon, écoute, la seule façon, le professeur Famandongo veut que tu te désolidarises des Bamileke, que tu livres Siantou, alors qu'il faisait semblant d'être le grand ami de Siantou. J'ai assisté à ça. On m'a dit comment est-ce que mon avenir était lumineux, comment est-ce que je devais bénéficier de ceci, comment on devait me donner tel ou tel poste, et comment on devait me débaucher de Siantou pour aller exercer ailleurs. Je me suis retrouvé en train de pleurer quand je suis rentré chez moi. Parce que je ne pouvais pas trahir mon père. Mon père qui m'avait ouvert la voie. Mon père qui m'avait tendu la main. Mon père avec qui je mangeais chaque soir. J'ai dit, je ne peux pas trahir M. Siantou. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, dès qu'un petit cherche à vouloir réussir, on t'embobine, on lave ta tête, on te fait comprendre que c'est elle qui est ton ennemi, alors qu'en réalité, combien de bêtis ont épousé des filles Bamileke? Combien de filles Bamileke et de gars Bamileke ont des enfants avec les petits? Regardez la mixité. Regardez comment on s'est toujours entendu. Où nous amène-t-on? Où nous conduit Paul Biya? Peuple camerounais, réveillez-vous. Et il y a plusieurs ethnies au Cameroun. À l'époque, quand j'étais tout petit, je voyais les Awoussa qui venaient vendre des colliers, qui me donnaient des beignets. Dès que Paul Biya est arrivé au pouvoir, on a commencé à me dire que les Awoussa veulent me castrer. Quelque temps après, on a commencé à me dire que les Bassa sont les bâtissards. Après, maintenant, on me dit que les Bamileke sont les plus dangereux. Mais, sans pour autant oublier qu'on vient me dire que les anglophones sont des terroristes, des sécessionnistes, des ambazoniens, qu'il faut absolument les exterminer. Jusqu'où irons-nous avec ces cycles infernales? Jusqu'où va-t-on procéder à ces montages grossiers juste pour se maintenir au pouvoir? On oppose des Bamouns entre eux. On oppose tel entre eux. Regardez comment on a détruit les Bamouns. C'est de la même façon. C'est Paul Biya qui a détruit les Bamouns. Les Bamouns qui étaient un peuple solide et qui ne pouvait même jamais manquer dans le gouvernement. C'était moi maintenant les Bamouns qui sont au gouvernement. Parce que Paul Biya a réussi à les détruire, à les anéantir. Il prend tel, il oppose à tel. Il prend tel autre, il oppose à tel. Et il a utilisé le plus grand criminel du monde. C'est-à-dire que pour se mettre à son service, c'était un Bamoun. C'était Fauchivé. Fauchivé était de la police secrète d'Aïdjo. De 1962 à 1900, voilà, presque 82, quand Biya arrive. Mais quand Biya arrive, Biya se débarrasse d'abord des gens d'Aïdjo. Il envoie Fauchivé au Sénat. Mais par la suite, lorsqu'il se rend compte que il a déjà commencé à tuer en 1984, c'est là où il dit, mais il me faut des grands tueurs dans le gouvernement. Et c'est de là qu'il refait appel à Fauchivé. Fauchivé devient donc à la fois et directeur du Sénat, et directeur de tous les renseignements, de la police secrète, et directeur même jusqu'à ce qu'il va devenir directeur général à la Sûreté nationale, délégué national à la Sûreté nationale.
qu'est-ce que Fauchivé a fait? Et comment ça s'est terminé? Fauchivé, quand un Bamileke dérangeait, pam, il éliminait. Quand un Bamoun dérangeait, pam, il éliminait. Après avoir rendu tous ses services, Biya, sachant que Fauchivé avait déjà beaucoup de secrets, il a muselé Fauchivé, l'a mis de côté. Et finalement, comment est-ce que Fauchivé est mort? Juste parce que Fauchivé détenait un autre secret. Lorsque Paul Biya lance l'extermination des anglophones, ils font un plan. Et ce plan était démoniaque. Parce qu'il y avait un groupe qui était né, qui s'appelait en 90 le SNC. Paul Biya sent que le SNC prend une envergure. Et surtout que le SNC revendique son autonomie, l'indépendance. On va piéger le SNC. C'est-à-dire que Paul Biya va envoyer l'armée avec un général superviser les opérations. On va attaquer les sites militaires et des sites civils. Et c'était le 28 mars 1997. Lorsque ça a été attaqué, immédiatement au journal, on annonçait déjà que c'est les sécessionnistes qui ont attaqué les sites militaires, ainsi et tout et tout. On est parti. On a arrêté. Les anglophones qui n'avaient même pas de couteau, qui n'avaient même pas d'armes, on les a tous déportés. C'était à la prison centrale de Kondengui. Quand moi je suis arrêté pour aller à la prison centrale de Kondengui, c'est là où je découvre la réalité. Pourquoi? Parce que je trouve que beaucoup ont été tués, ont été empoisonnés. Et quand ils sont empoisonnés et tués, au lieu de faire que les familles récupèrent les corps, on va plutôt avec ces corps les jeter dans des tombes communes non loin de l'université de Soie. Il y a un cimetière là-bas. C'est là-bas où Paul Biya a fait enterrer les anglophones. C'est un génocide. On ne vous a jamais dit ça. Il n'y a aucun anglophone du SNC qui soit sorti vivant de la prison centrale de Kondengui. Allez dans les registres, j'ai des noms, j'ai donné tous ces noms-là et vous les verrez dans des documents parce que je vous ai dit, j'ai sécurisé tous mes documents. Même comme ils ont dit que, ils ont tenu une réunion il y a 3 jours avec, comment on l'appelle là, Justine Mengounou Tchankwe, elle est procureure générale au TCS avec Mbengo, avec Laurent Messo. Ils ont dit qu'ils doivent envoyer des assassins nous infiltrer avec Patrice Nouma, Ndana Semon ou le général Wanto pour qu'on nous élimine physiquement. Je vous dis déjà, ils ont tenu cette réunion il y a 4 jours. Mais ils ne savent pas que moi-même, je les infiltre. Donc, toute réunion qui tienne, je suis au courant. J'ai tous les documents. Donc, pour revenir, parce que ça c'est une parenthèse, pour vous montrer comment fonctionne leur police secrète. Quand on veut piéger quelqu'un, eux-mêmes ils envoient leur armée aller détruire des cibles. Exactement, c'est ce qu'ils continuent à faire. Et comme ça, ils déclarent la guerre. Ils prennent des gens, ils mettent en prison, ou on profite pour vous abattre dans des bosquets, on vous brûle en versant du carburant. Voilà ce que le régime Biya n'a fait que faire. Et Fauchivé était l'exécutant. Il connaissait toutes ces choses-là. Or, lorsqu'ils finissent de faire ça, Fauchivé, ils se rendent compte que Fauchivé avait des documents qui montraient qui était dans l'opération. Parce que l'opération qu'il menait avait été déjà programmée en 1996. Or, on enlève Fauchivé juste avant que cette opération ne soit finalisée. C'est Fauchivé qui avait monté l'affaire qu'il faut infiltrer les anglophones, leur dire après que les anglophones ont attaqué des bases militaires,
on tuait ou bien on incendiait les écoles, on fait ceci, et on va dire que voilà, on suspend le SNC, on prend les leaders, et puis on zigouille. Ça, c'était le plan de Fauchivé, avec la présidence de la République. Mais lorsqu'ils se rendent donc compte qu'ils ont exécuté le plan sans Fauchivé, on envoie donc Renaud Ona. Le plan se passe le 28 mars 1997. Ils exécutent ça. Et après, on convoque Fauchivé dans le domicile de René Oona. Il était conseiller spécial de Paul Biya. Homme droit, on l'appelait Barbe dure. C'est donc René Oona qui convoque Fauchivé. Fauchivé arrive dans la soirée. Il était à peu près 20h15. Il arrive chez Renaud Ona. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Toujours est-il que lorsque Fauchivé sort de là, il s'écroule. Il va mourir. On dit qu'il est mort de crise cardiaque à l'hôpital. Fauchivé, le directeur des renseignements du Cameroun, l'homme fort du régime Biya, du Sénère, des secrets. Voilà comment lui-même il a été tué. Et même René Oona, qui n'a fait qu'une seule déclaration parce qu'il ne faisait jamais d'interview. C'est là il va dire que non, Fauchivé est sorti bien vivant, mais sauf que lui-même il est mort en octobre 2004. Un régime assassin, un régime génocidaire. Il faut terminer toute personne qui dérange. Camerounaise, Camerounais. Maurice Kamto n'a jamais ordonné à la brigade anti-Sardina d'aller dans une ambassade. Il n'est même pas venu en France parce qu'il savait que s'il va en France, on va dire, il est venu prendre des renforts, des armes en France. C'est pour ça qu'il est resté au Cameroun. Tout intelligent qu'il est. Il n'a jamais appelé à ce que les gens prennent les armes. Il n'a jamais ordonné quoi que ce soit. Mais le régime sanguinaire, le régime du tyrannosaure, Paul Biya, étant uniquement là pour anesthésier, annihiler toute personnalité qui peut avoir un charisme présidentiel, a décidé de se débarrasser de lui. Voilà la vérité. Maurice Kamto n'a jamais rien fait. Il profite pour voler, il profite pour installer les siens, et il profite d'utiliser la politique d'Hitler. Je vous ai dit, c'est Paul Hitler Biya. Vous voyez, tout est à la façon de... D'ailleurs, son livre de chevet, c'est celui de Hitler et celui de Machiavel. Puisque ces seules citations qu'il a eu à utiliser, c'était celle de Hitler et celle de Niccolò Machiavelli. Puisque vous vous souvenez de sa déclaration quand il disait, oui, comme le disait un intellectuel, on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Mais, et il disait c'est un grand intellectuel. Mais cette citation est de Niccolò Machiavelli, c'est-à-dire Nicolas Machiavel, en 1503. Et c'est ça que Paul Biya utilise. Lui-même, il sait qu'une guerre ne finit pas. Une guerre de sécession ne finit pas. Mais comme il est satanique, plus le sang des Camerounais va couler, plus il va durer au pouvoir. Qu'est-ce qui gênait à Paul Biya d'organiser un dialogue entre Camerounais? Mais nous sommes Camerounais. En quoi ça profite à Paul Biya que les Bamileke soient en guerre contre les Bétis? Que les Bamounes soient contre les anglophones? Que les Douanas soient contre les Bassa? Que les nordistes soient comme... Mais ce n'est pas possible. Mais notre pays est un pays pacifique. C'est un pays d'amour. C'est un pays de convivialité. C'est un pays d'amitié, de fraternité. C'est un pays pacifié. C'est un pays de diversité.
C'est un pays de mixité. C'est un pays multipolarisé. D'où vient-il aujourd'hui que tout soit sur un singleton, un seul homme qui gère le monde camerounais, nous met dans des guerres, fratricides, nous conduit dans la surpauvreté sans avenir, dans le chômage outrancier, dans la haine tribale, ce qui nous vaut aujourd'hui des moqueries. Pas une seule autoroute construite, pas un seul hôpital de référence, pas de travail, que des guerres. Notre ennemi n'est pas le Bamileke. Le Bamileke est mon frère. L'Eton est mon frère. Le Bassa est mon frère. Le Douala est mon frère. La Oussa est mon frère. Le Maka est mon frère. Tous les anglophones et toutes les tribus du Cameroun. Et même au-delà de l'Afrique, parce que comme disait quelqu'un, les frontières ne sont que les cicatrices de la colonisation. Nous sommes des frères. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les frères ne peuvent pas continuer à se faire des guerres. Nous n'avons qu'une seule guerre. Chasser notre ennemi commun, qui est Paul Biya. Si on vous dit qu'il faut attendre à la maison sans marcher, si on vous dit d'attendre que la liberté va arriver, parce qu'il faut la paix, il faut préserver ceci et cela, alors qu'il n'y a rien à préserver. Si on vous dit qu'il ne faut écouter qu'un seul homme qui est Dieu et attendre les décisions du préfet et sous-préfet, si on vous dit qu'il ne faut accepter que la soumission à une seule tribu, à de seuls individus, à une nomenclatura de gérontocratie, d'eptocrates et de kleptocrates, n'acceptez pas qu'on vous arrête vous tous. À l'époque, Victor Hugo disait, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Au Cameroun, il n'y a pas d'école, on n'ouvre que les prisons. On met tout le monde en prison. Eh bien, mieux vaut la liberté en enfer que l'esclavage aux cieux, disait un grand intellectuel. Camerounais, Camerounaises, continuons la résistance. Camerounais, Camerounaises, chassons Paul Biya avec tous ses membres voleurs. Sa tribu, c'est la tribu des voleurs. Notre tribu, c'est la tribu camerounaise. Quand les Français marchent, ils ne disent pas je suis Marseillais, je suis Méditerranéen, je suis Parisien, je suis ceci. Ou les gilets jaunes disent nous sommes Français, disons nous sommes Camerounais. Nous ne sommes pas Bamileke d'un côté, contre Woussa de l'autre, contre les bêtis de l'autre côté. Non! Nous devons nous battre contre l'oppresseur. Notre oppresseur, c'est le grand voleur, le tueur, l'agresseur Paul Biya. Et nous ne devons pas croiser les bras pour attendre qu'on meure comme des moutons, comme des cabris, qu'on va mettre sur la braise. Non, battons-nous. Patrice Lumumba a été clair, tout comme Thomas Sankara. Mais Lumumba, bien qu'étant jeune, avait accepté de se sacrifier. Envoyez tous vos espions nous chercher. Même pas peur. Mais on verra, c'est vous qui allez tomber. Mais vous qui dites que vous ne pouvez pas vous battre, vous qui supportez ce régime nazi qui est parti attaquer jusqu'à Israël, jusqu'aux Juifs, qui veut exterminer les Bamileke après avoir déjà eu à tuer des milliers d'anglophones. Vous qui supportez ce régime qui est uniquement là pour créer la zizanie entre Camerounais, vous allez entrer dans l'histoire et vous allez vous suicider. Comme Joseph Goebbels, comme Adolf Hitler. Votre fin sera triste. Camerounaises, Camerounais, battons-nous. Cherchons à nous libérer.
Je parlais tout de suite de Patrice Lumumba qui disait, si vous ne vous battez pas, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni à jamais. Merci.